Quel est l'avenir pour les familles d'origine africaine, membres de la diaspora, et pour les générations de jeunes adultes qui sont nés en Europe ou qui ont grandi en Europe avec des racines africaines, dans un contexte où les mentalités ont changé, la vision des choses ont changé? J'imagine que tu t'es déjà posé cette question. Moi aussi, je me suis posé cette question et on va essayer d'y répondre dans cette vidéo. Donc ne bouge pas si tu veux tout savoir. On est d'accord, on connaît tous l'histoire et on sait que nos parents, qui sont issus d'une autre génération, qui sont des baby boomers, avaient leur combat qui leur était propre. Ils ont décidé de quitter l'Afrique pour venir s'installer en Occident, en Europe, aux États-Unis, etc. Ils se sont complètement déracinés, ils ont quitté leur cadre dans le but de chercher des opportunités et une vie plus stable pour leurs enfants. Parce qu'à leur époque, dans les années 70 jusqu'aux années 90, l'Eldorado, c'était l'Ouest. C'était l'Occident, c'était l'Europe, c'était là-bas que le développement se trouvait, les infrastructures se trouvaient, les opportunités se trouvaient. Donc leur paradigme était carrément différent du nôtre. Et aujourd'hui, nous, les enfants issus de cette génération-là, on a une autre expérience. Et la question qu'il faut se poser, mais je pense qu'on a déjà la réponse, c'est est-ce qu'on rêve du même avenir que nos parents? Et on voit que dans la société, il y a carrément un écart entre ce que nos parents recherchaient et nous, ce que l'on recherche. Donc, on va dire que dans cette vidéo, on va rétropédaler pour comprendre un peu les phénomènes. Commençons par parler de l'histoire de nos parents et leur histoire d'immigrés. On sait que entre les années 70 et les années 90, il y a eu une immigration massive de l'Afrique vers les pays occidentaux globalement pour fuir un peu l'instabilité des pays africains, l'instabilité des économies, l'instabilité des régimes politiques pour trouver un avenir meilleur pour eux et pour leurs enfants. Et sans oublier aussi qu'ils cherchaient un avenir meilleur pour leurs familles laissées en Afrique. Parce que l'une des raisons principales des parents quand ils ont quitté l'Afrique pour venir en Europe, c'était même pas pour leurs enfants, mais c'était pour les parents laissés en Afrique. Donc l'objectif était de pouvoir aller chercher des sous pour les renvoyer et éventuellement rentrer. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Nos parents, pour s'intégrer dans un pays qui est différent, avec un climat différent, avec des façons de voir différentes, une culture différente, ils ont travaillé comme des acharnés. C'était travail, travail, travail. Ils ont fait face à la discrimination, mais ils ont pris sur eux, ils ont baissé la tête. Dans beaucoup de cas, ils ont eu à s'adapter à un nouvel environnement. Ils se sont déracinés, c'est-à-dire que vraiment, ils ont pris sur eux et se sont dit qu'ils n'ont pas le choix. Et c'est vrai qu'ils ont construit une vision du succès par rapport au contexte dans lequel ils sont arrivés qui est différent de la nôtre. Eux, leur vision du succès, et ça j'en ai parlé dans mon premier épisode de podcast, qui parlait du syndrome de l'imposteur comme étant un héritage culturel, et j'ai développé un peu cet aspect vision du succès de nos parents. Et la vision du succès de nos parents justement, c'est être diplômé, donc étudier, avoir un bon travail stable qui rime avec le CDI, avoir une maison, avoir un revenu stable, s'adapter, se conformer, se comporter comme les personnes du pays, c'est-à-dire vraiment pouvoir dégager en fait une réussite sociale en ressemblant justement aux personnes de la population dans laquelle ils immigraient. C'est vrai que c'est l'éducation qui nous a été transmise en majorité, il faut absolument travailler, l'importance du travail, l'importance des études, le respect des règles, et c'est sûr que quand tu vas dans un pays, il faut respecter les règles, le fait aussi de se conformer, de se plier, de ne pas faire de vagues, de ne pas se faire remarquer, de ne pas être trop extravagant. Vraiment, il faut filer droit. Et c'était ça notre réalité. Et c'est vrai que nous, les millennials, on a été tiraillés entre plusieurs réalités. Les générations Z maintenant sont un peu plus libérées, ils sont eux-mêmes. Mais c'est vrai que la génération des millennials, il y avait quand même un chemin à suivre pour satisfaire nos parents. Mais en grandissant, en évoluant en société, on peut dire qu'il y a eu un choc générationnel entre nous et nos parents, dans le sens où nous, on est nés ici, généralement, où on a vécu une grande partie de nos vies ici. Et c'est vrai qu'on fait partie des générations où l'intégration est totale. Elle ne se remet pas en question, elle n'est pas discutable. Il y a des choses que nous, des poids que nous ne portons pas par rapport à nos parents, comme des complexes d'infériorité qui peuvent subsister voilà, dans la tête de certaines générations, un manque d'assurance, un syndrome de l'imposteur, penser que ce que l'autre fait ou ce que l'Européen fait est toujours meilleur, des choses avec lesquelles on n'a pas vécu parce qu'on a grandi ici et on a pu se démarquer et faire nos vies, se libérer de toutes ces notions-là. Et c'est vrai que nos générations, je parle pas de mon cas personnellement, mais nos générations commencent à développer un rapport qui est un peu ambigu avec l'Occident et l'Europe, parce qu'on sait que c'est une zone où il y a des opportunités économiques, où le niveau de vie est au-dessus, on a vécu avec ça. On a aussi généralement un niveau de vie qui peut être un peu supérieur à nos parents. On sait qu'on peut trouver la stabilité en Europe, mais on commence à réaliser qu'il y a un manque de perspective d'évolution et même un manque de perspective au niveau personnel et identitaire. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une recherche identitaire
identitaire qui est en train de se développer actuellement. Il y a aussi des choses que nos parents ont acceptées dans la société, qu'on observe et qu'on refuse d'accepter, comme du racisme systémique qui peut exister dans certaines zones, dépendamment des expériences, certains l'ont vécu, je parle pas de mon cas personnel, je n'ai pas la sensation d'avoir vraiment été impactée par ce phénomène-là, même si j'ai eu des situations, j'ai vécu certaines choses, mais c'est pas quelque chose qui pour moi est ancré dans mon expérience, mais c'est une réalité. Il y a aussi tout ce qui est sujet de discrimination à l'embauche, l'inégalité d'opportunités et un sentiment tout simplement de plafond de verre, de plafonnement professionnel, de plafonnement social et dans plein de sphères de la société, que ce soit dans la recherche d'emploi, recherche de logement, etc. Par exemple, un rendez-vous à la banque pour une personne d'origine africaine qui veut acheter un nouveau véhicule. Moi, j'ai vu des situations où le banquier te prend pas au sérieux parce que il a des idées préconçues. Et ça, c'est des réalités. Il y a cette volonté aussi de retrouver ses racines ailleurs, de se développer ailleurs. L'Occident paraît de moins en moins attractif pour beaucoup de personnes d'origine africaine ou d'origine étrangère. Et cette vidéo-là n'est pas que pour les personnes d'une diaspora africaine. Il y a des personnes qui viennent d'autres pays asiatiques, qui ont immigré aussi, d'Amérique latine, etc. Et je pense que c'est un constat qui peut être commun. Mais voilà, moi je prends en compte l'expérience en tout cas des personnes de la diaspora africaine. Et pourquoi l'Occident est de moins en moins attractif de nos jours? Il y a vraiment un sujet au niveau des conditions de vie en Europe ou en Occident qui se dégrade. On a le phénomène de la hausse du coût de la vie avec l'inflation, la crise du logement, les impôts qui sont de plus en plus élevés. En France, actuellement, le contexte politique avec le déficit financier du gouvernement nous montre que il y a un souci. Les impôts augmentent, on paye tout et n'importe quoi. Déjà, même la société française, les personnes d'origine n'en peuvent plus et c'est vrai qu'on réalise qu'il y a un réel impact. Il y a aussi une incertitude autour de la vie politique et la vie sociale parce qu'il y a une montée des extrêmes. Il y a une extrémisation de tout dans les médias. C'est toujours des extrêmes qu'on entend et les gens en ont marre. Il y a tout ce qui est autour de des instabilités, des restrictions migratoires et aussi de la stigmatisation des immigrés qui est de plus en plus présente et le sujet de l'insécurité qui remonte de plus en plus. Vraiment le sentiment d'être de moins en moins en sécurité dans certaines villes européennes. La mentalité aussi vis-à-vis de l'argent. Moi j'ai déjà parlé du sujet du rapport du français par rapport à l'argent qui est un rapport qui est assez malsain et je vous mettrai la vidéo en description. Et tout ce qui est un sujet d'opportunités économiques limitées, en particulier pour les gens issus de la minorité. La sensation d'avoir des plafonds de verre, le manque de reconnaissance au niveau de certaines personnes issues de la diaspora et de l'immigration. Et donc tout ça, ça donne un sentiment de stagnation, une lassitude, le fait qu'on a la sensation que la méritocratie n'est pas vraiment mise en place dans les pays européens, ou en tout cas en France. Il y a beaucoup de gens maintenant qui se posent la question: pourquoi continuer à se battre ici alors qu'on peut bâtir ailleurs? Et ça, c'est la question que beaucoup de gens se posent et c'est ça le déclencheur de beaucoup de retours vers le continent. Parlons donc d'expatriation. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs vagues, il y a eu plusieurs mouvements, surtout pour des personnes de ma génération, millennials, début de trentaine. Et pour moi, il y a eu plusieurs phases. Au début, on regardait pas trop l'Afrique, mais le point d'intérêt, c'était surtout l'Amérique du Nord, donc le Canada, les États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui ont eu à partir aux États-Unis, au Canada, pour des conditions de travail meilleures, pour plus d'opportunités, pour le American Dream, pour une société qui paraît plus ouverte à la diversité et à donner des réelles opportunités. Après, c'était à travers les médias qu'on a vu ça et maintenant, la vision est plus nuancée. Moi, j'aime toujours l'esprit américain. Franchement, c'est quelque chose que j'apprécie toujours. Et moi, je faisais partie des gens qui disaient dès le bac, je suis partie en Amérique du Nord, ce qui n'a pas été le cas. Donc il y a des avantages comme des salaires plus élevés, une meilleure qualité de vie dans certains cas, mais le coût de la vie aussi est très élevé et il y a un manque de sécurité. Donc tout ce qu'on parle de sécurité sociale, chômage, etc. en cas de crise. La phase 2 dans laquelle on est à cheval, je pense qu'elle a commencé depuis on va dire 10-15 ans, c'est Dubaï et les pays du Golfe. On a entendu beaucoup parler de Dubaï récemment, à partir des années 2010-2015, parce que un pays attractif avec pas mal d'opportunités économiques, l'absence d'impôts qui n'est pas négociable, la qualité de vie élevée et surtout la sécurité. C'est-à-dire que là-bas, il n'y a pas ce complexe par rapport à l'argent parce qu'il y a des ultra riches. Après, effectivement, c'est un pays et c'est une zone pour moi un peu de transit dans lequel on reste quelques années pour se développer des opportunités, apprendre, c'est un hub où il y a beaucoup de cultures qui se croisent et l'idée c'est d'aller se développer là-bas. Mais est-ce que les gens qui ont immigré à Dubaï vont y rester? C'est une question. Je ne sais pas et je ne suis pas sûre parce qu'il y a toujours l'aspect culturel qui est important. Si t'es pas dans ton pays d'origine et que t'es pas dans ton pays de nationalité où t'as grandi, généralement tu vas avoir cet appel-là à un moment donné.
là, on est dans la phase 3 pour moi, qui est le retour vers l'Afrique tout bonnement. Il y a clairement, via les réseaux sociaux et via, on va dire, les médias non traditionnels, une redécouverte du continent et vraiment un abattage de tous les clichés qu'il y avait sur l'Afrique et le continent africain, avec vraiment une vue des opportunités, business, immobilier, qualité de vie, parce que là-bas, on vit en communauté, il y a un encadrement, il y a autre chose, la culture, et aussi l'aspect spiritualité, parce qu'il y a aussi la spiritualité qui rentre en compte. C'est quelque chose aussi que certaines personnes recherchent également en retournant dans leur continent d'origine. Donc aujourd'hui, on a énormément de capitales et de villes attractives comme Dakar, on va commencer par Dakar, Abidjan, Accra, au Ghana, Lagos, Nairobi, Kigali, donc on a des pays francophones mais également des villes anglophones et on voit qu'il y a un mouvement, même venant des Afro-Américains qui retournent de plus en plus en Afrique, il y a un mouvement et malgré tout il y a des défis et on en est conscient et finalement le but n'est pas de regarder de manière idéalisée ces pays-là, on sait qu'il y a des sujets de bureaucratie à améliorer, d'infrastructures à améliorer, de la corruption dont on a hérité finalement, de systèmes un peu archaïques, mais on réalise que tout ça, on peut passer dessus, on peut travailler dessus et que le potentiel est immense par rapport aux problèmes qu'il y a sur place et surtout si on a cette qualité d'adaptation. Donc voilà pour l'analyse pure et dure des différents phénomènes de notre génération par rapport à la génération de nos parents. Et c'est vrai que je pense qu'il y a eu un moment où les générations se sont clashées parce que nos parents ne comprenaient pas le fait que le CDI ne nous attire plus, qu'on soit un peu plus des électrons libres, qu'on cherche à développer nos propres activités. Et c'est vrai que la recherche de développer ses propres activités, c'est des choses qui sont beaucoup plus propices en Afrique qu'en Europe, parce que l'Europe met toujours des freins réellement à l'entrepreneuriat. Pour parler justement de cette question, quel avenir pour les familles de la diaspora africaine et pour les nouvelles générations de la diaspora africaine, il y a plusieurs questions à se poser. Est-ce que cette génération va être la première à construire un vrai pont entre l'Afrique et l'Occident, mais un réel pont, pas juste un chemin aller sans retour, mais un pont avec des interactions, de l'apprentissage, prendre le bon d'un côté pour faire bénéficier de l'autre côté, et je pense que ça va être le cas. Un autre point également, est-ce qu'on part sur un retour pur et dur des gens de la diaspora ou une double implantation? Et je pense que ça sera plutôt la double implantation parce que beaucoup souhaitent développer des activités en Afrique mais tout en ayant aussi une attache dans leur pays où ils ont grandi. Et on voit beaucoup de gens qui font de l'immobilier aussi bien en Afrique qu'en Occident et qui veulent vraiment répondre à deux défis. C'est-à-dire se marquer et s'ancrer dans leur pays où ils sont nés, où ils veulent mettre en place des choses, mais également continuer le travail que leurs parents ont commencé en Afrique. Quelquefois, les parents ont échoué et venir finalement rattraper et racheter leurs parents pour leur dire bah écoutez, vous n'êtes pas fatigués pour rien. Et je pense que vraiment cette double implantation, c'est vraiment ce qui va se mettre en place. Et il y a aussi cette notion de créer des opportunités en Afrique plutôt que d'uniquement consommer celles qui existent déjà en Europe. On a envie de créer des choses, de développer, de voir des gens évoluer, de pouvoir faire bénéficier à l'Afrique de nos connaissances et des choses qu'on a apprises en Occident. L'idée aussi, et c'est le sujet que j'aborde ici, c'est d'investir intelligemment pour préparer un retour réussi. Donc vraiment faire les choses méthodiquement en se basant sur l'expérience que nos parents ont eue et sur les choses qui se font aujourd'hui. C'est quelque chose qui est vraiment en train de se mettre en place à travers des réseaux d'expatriés, à travers vraiment des synergies entre le continent et les pays européens. Et il y a une chose aussi qui est importante, c'est que aujourd'hui notre génération, elle a, on va dire, une particularité, c'est qu'il y a la quête d'identité certes, mais on est fidèle à ce qu'on est et à notre double identité. Donc contrairement à essayer sans relâche de s'intégrer à tout prix en fait à une culture, nous, en tout cas nos générations revendiquent leur double identité et sont à l'aise dans ce qu'elles sont. Donc il n'y a pas cette recherche perpétuelle de plaire à quelqu'un, que ça soit du côté Europe ou Afrique. On sait ce qu'on est et on évolue avec ce qu'on est. Et c'est vrai que ça se traduit à travers la langue. Moi, je parle le Wolof, je parle les deux langues, mais je rencontre des personnes qui sont d'origine sénégalaise, qui font des affaires au Sénégal, qui aujourd'hui ne parlent pas la langue, mais n'ont pas de problème en fait, finalement. N'ont pas ce complexe-là, ils disent qu'ils fonctionnent avec ce qu'ils ont et ça, c'est quelque chose qui est important. Si on peut développer et essayer d'apprendre les dialectes, c'est très important pour l'héritage, pour nos futurs enfants, etc. Mais l'idée, c'est de ne pas se sentir complexé et d'être à l'aise dans ce qu'on est, tout en sachant qu'on a une place en Afrique comme on a une place en Europe. Et c'est vrai
qu'il y avait un narratif à l'époque où il y a beaucoup de gens qui disaient je suis pas totalement africain aux yeux des locaux et je suis pas totalement européen quand je suis en Europe. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui en parlaient, les gens qui ont le métissage culturel ou même le métissage d'origine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'encourage tout le monde à dépasser ça. S'il y a des personnes d'origine française, d'origine libanaise qui sont en Afrique et qui s'en sortent et qui vivent leur best life, il faut limite ignorer ces personnes qui essayent de vous faire sentir en gros étrangère ou que vous n'êtes pas chez vous. Ça, c'est quelque chose, il faut mettre ça de côté et avancer. Et les personnes qui veulent faire avec vous feront avec vous. Et donc, pour des personnes qui sont dans ce cheminement-là, qui savent pas par quoi commencer et qui ont vraiment ce souci-là en tête en se disant il faut que j'essaye de me construire à ce niveau-là, que je puisse me rapprocher de mes racines. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là, mais l'un des points qui est très important, la première pierre qu'il faut poser, c'est déjà commencer à créer plus d'interactions avec l'Afrique, donc faire un peu plus de voyages et de connexions avec le continent. Et j'encourage toutes les personnes qui ont des enfants, si elles le peuvent, à le faire très tôt, parce qu'on a souvent des barrières de se dire oui, les conditions sont pas les mêmes et tu peux voyager avec ton enfant même quand il est bébé en Afrique, il n'y a pas de problème. Créer des communautés, échanger avec les personnes, les réseaux de retour, ne pas hésiter à créer du lien, valoriser son métissage culturel comme une force. Ne pas arriver et voir ça comme une barrière. C'est vraiment ce que tu amènes, l'énergie que tu amènes aussi qui va jouer finalement. Parce que le sujet de on me fait me sentir étranger, quelquefois c'est juste un ressenti qu'on a intériorisé également. Pour finir, aujourd'hui l'expatriation est une opportunité réellement et que tu le veuilles ou pas, il y aura un mouvement d'expatriation et il a déjà démarré. Donc c'est très important de rester, on va dire, informé par rapport à tout ça et savoir qu'il y a des opportunités, qu'il y a des options et que voilà, le chemin n'est pas finalement tout tracé. Et je vois de plus en plus de gens autour de moi qui pensent à l'expatriation. Pas seulement en Afrique, mais l'expatriation globalement. Donc déjà, aujourd'hui, l'Afrique devient une alternative sérieuse pour plusieurs raisons. Un coût de la vie plus abordable, parce que là, vraiment, la vie coûte cher et ça a vraiment un impact. Un marché en pleine expansion, avec des taux de rentabilité, des taux de croissance qui sont quand même intéressants, avec surtout des opportunités entrepreneuriales, c'est-à-dire c'est une terre fertile pour l'entrepreneuriat, une meilleure qualité de vie, parce que malgré tout, même si les moyens ne sont pas là et que les infrastructures sont pas là, il y a vraiment une culture de communauté, une culture d'échange, de lien humain qui est de moins en moins présent en Europe, malheureusement, et un sentiment d'appartenance. Moi, j'ai vu beaucoup de gens dire qu'ils ont un sentiment d'appartenance quand ils sont en Afrique, ce qui est très beau à voir. On voit des nouveaux modèles de réussite en Afrique à travers des influenceurs, des entrepreneurs, des professionnels qui ont fait le choix du retour en Afrique. Il y en a beaucoup, qu'il s'agisse de l'Afrique du Nord ou l'Afrique subsaharienne. Et il y a un modèle qui est très populaire et qui se développe de plus en plus et qui a toujours été finalement présent, mais encore plus actuellement. C'est travailler en Occident pour investir en Afrique, pour que justement se dire que notre investissement va être beaucoup plus fructueux que si on investissait en Afrique. Et ça, c'est en lien avec ma vidéo précédente où je parlais de où est-ce qu'il faudrait investir et quelle est la zone la plus attractive. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de vous ouvrir à plusieurs possibilités et surtout à ce monde qui évolue et vraiment constater les phénomènes qui sont en cours pour pouvoir anticiper tous les changements qui auront lieu dans les futures générations, mais pouvoir également s'inscrire individuellement dans ces mouvements-là, se poser réellement la question de qu'est-ce qu'on veut, quel héritage on veut donner à notre famille et quel capital culturel on veut donner à nos familles, parce que maintenant on est les adultes d'aujourd'hui. Et c'est très important de se poser ces questions-là parce que souvent, lorsqu'on est dans notre routine, en fait la vie prend le dessus. Finalement, quelques années plus tard, on peut prendre le recul et réaliser que c'est pas ce qu'on voulait. Et l'idée, c'est de pas se retrouver dans cette situation-là. De vraiment toujours savoir son ressenti, qu'est-ce qu'on veut et où est-ce qu'on en est. Donc voilà, si tu te poses toutes ces questions, si vraiment tu es intéressé par l'investissement en Afrique, n'hésite pas à t'inscrire pour mon atelier qui aura lieu le 29 mars. C'est le premier atelier présentiel que je vais faire où on va vraiment partager toutes les informations et les stratégies qui peuvent être mises en place pour pouvoir investir en Afrique et se préparer un avenir éventuellement en Afrique ou entre l'Afrique et l'Occident. N'hésite pas à t'inscrire pour l'atelier, les places sont limitées, donc ne perds pas une seconde. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Vraiment, c'était une vidéo qui traite un sujet qui pour moi est très actuel. On est la génération qui a connu le plus de changements. On a vécu à cheval entre le 20e et le 21e siècle. On a vu plein de changements opérer. Les changements s'opèrent toujours. Il y a une mentalité, il y a une émergence de plein de nouvelles façons de voir les choses qui est en train de se faire devant nous. Donc c'est très important
d'être au courant, d'être éveillé et de se poser les bonnes questions parce qu'on vit qu'une fois finalement. Donc voilà, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à partager tous tes avis en commentaire pour qu'on puisse justement continuer cette conversation. N'hésite pas à venir me suivre sur Instagram où je partage au quotidien, mais également à aller visiter mon site si tu veux un coaching individuel ou si tu veux télécharger mes contenus gratuits qui sont disponibles sur mon site. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cheers!